Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, pour cette présentation sur la transition numérique et l'éducation, j'ai opté pour parler un peu plus du sujet de l'intégration des technologies à l'école. Et sur cette présentation, je vais aborder deux éléments principaux. Je vais commencer par qu'est-ce qu'on entend par l'intégration des technologies, parce qu'il y a énormément de définitions. Je pense que c'est important qu'on ait au moins une définition commune pour la suite, pour les discussions. Et puis je parlerai de différents projets de recherche et différentes données qu'on a pour la Suisse. Pour ce qui est de l'intégration des technologies à l'école, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que c'est vraiment pas quelque chose de nouveau. On a des premiers travaux, notamment dans les années 70, sur le développement du logiciel Logo. Et déjà, à l'idée, on avait les mêmes objectifs qu'on a aujourd'hui quand on parle d'intégration des technologies. C'est l'idée qu'on veut pouvoir guider les apprenants, on veut pouvoir diminuer les efforts cognitifs qu'ils ont à produire lorsqu'ils réalisent une tâche. Et puis, on essaye de déclencher une motivation intrinsèque. On veut qu'ils soient intéressés. Quand on regarde un peu plus récemment ce qu'on peut trouver au niveau de la recherche, c'est on a une étude, une méta-analyse sur tout ce qui a été produit entre 2010 et 2021 sur l'intégration des technologies et comment on mesure cet élément. Et on voit qu'on a plus de 1400 publications. Donc on peut prendre ce sujet vraiment à cœur, en tout cas au niveau de la recherche. Et un des problèmes qu'on rencontre malheureusement, c'est comment est-ce qu'on définit déjà, il y a vraiment des grosses différences. Quand on se questionne sur de quoi on parle quand on parle des technologies, il y a des recherches qui vont parler des outils qui sont utilisés, et puis il y en a d'autres qui vont se concentrer sur les services. Et puis pareil, quand on parle d'intégration, qu'est-ce que c'est que l'intégration des technologies? On a différents facteurs sur lesquels on peut se pencher. On peut se pencher sur la question de l'efficacité. En général, on va regarder l'effet de l'utilisation des technologies sur les performances scolaires. On peut se pencher sur la question de l'usage, et à la fois, on va regarder un usage pédagogique ou simplement un usage pratique. Et puis le dernier élément, c'est soit on regarde l'état des lieux, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans les classes, ou on regarde un niveau du processus, l'analyse dans le temps, quel est l'effet à plus long terme. La grosse limite de l'état actuel finalement, c'est que c'est une approche qui est très technocentrique et on a assez peu d'éléments sur les éléments pédagogiques. Au niveau des éléments pédagogiques, si on regarde, les consensus se forment sur, quand on parle de technologie pour l'éducation, on regarde différents acteurs et différents lieux. On a les enseignants, les enseignantes, la classe, les élèves et puis l'utilisation à la maison. Quand on regarde pour les enseignants, si on regarde pour l'usage à la maison ou en classe, c'est souvent avec un focal pratique, c'est l'usage pratique. On va chercher des outils technologiques qui les aident à préparer leurs enseignements. Quand on regarde en englobant cette fois les élèves et puis l'usage en classe par les enseignants, on a à la fois un usage pratique, présenter les enseignements, ça c'est pour le côté usage pratique, pardon. Et puis du côté pédagogique, quand on regarde sur l'usage par ou pour les élèves, on utilise des outils pour soutenir la compréhension, pour soutenir l'apprentissage et la transmission des savoirs. Enfin, la dernière approche qu'on peut avoir, c'est qu'on se focalise uniquement sur l'utilisation par les élèves et on a énormément de données sur un usage pédagogique de ce côté-là qui est on va permettre l'accès à des ressources spécifiques, on va pouvoir focaliser des travaux coopératifs ou collaboratifs, on va pouvoir trouver des outils de visualisation. Voilà, il y a énormément de choses qui sont là. Malgré tout, ce qui reste le plus important dans tout ça, c'est, en tout cas ce que je vais présenter surtout dans cette présentation, c'est le rôle des enseignants et des enseignantes dans l'intégration des technologies à l'école. Et pour en parler, on peut se reposer sur un modèle d'analyse de l'État qui s'appelle le Technological Pedagogical Content Knowledge, qui a été développé puis testé dans de nombreux pays et qui dit l'idée c'est que pour que les enseignants puissent intégrer les technologies non pas seulement de façon efficace mais seamless dans les écoles, il faut à la fois qu'ils aient des connaissances pédagogiques, il faut qu'ils soient capables d'enseigner, il faut qu'ils aient des bonnes connaissances dans la discipline qu'ils enseignent, et puis il faut qu'ils aient des compétences numériques, qu'ils soient au courant de quels sont les outils et de comment les utiliser. Si les enseignants ont ces différents types de connaissances, c'est bien sûr pas suffisant, il faut aussi qu'ils soient capables de les lier entre elles et ça leur permettra d'utiliser ces technologies de façon appropriée en classe. Il y a d'autres modèles qui existent, dont vous pourrez entendre parler. On a notamment le SAMR, qui est question de regarder l'utilisation des outils technologiques pour des questions d'amélioration ou de transformation des apprentissages. Puis on a un autre modèle qui n'est pas construit pour l'usage des technologies, mais qui est parfois employé, qui s'appelle l'ICAP, et qui est assez critiqué actuellement, je voulais le souligner notamment, parce que c'est toujours, on a toujours cette problème d'utilisation passive des technologies qui est actuellement un sujet de débat parce que c'est pas
qu'on n'est pas impliqué dans la tâche qu'on n'en a pas un usage. Ces modèles-là sont moins dirigés vers les technologies, c'est pour ça que j'ai choisi de vous parler du modèle précédent. Je vais maintenant passer un peu sur les données que j'ai pu récolter auprès des collègues en Suisse. Un premier projet qui est plus proche d'ici, qui est mené en collaboration avec la HEP Béjul, l'Université de Genève et puis la HEP Vaud, qui est un projet financier par le Fonds national suisse. C'est le projet ESCOF qui est mené par ces trois chercheuses, Stéphanie Boechaher, Mireille Bétrancourt et Denise Sutter-Wilmer, et elles se sont intéressées à la question du sentiment de compétence numérique des enseignants et des enseignantes au primaire et au secondaire dans la Romandie. Et la question portait sur quel est votre sentiment de compétence pour enseigner avec les technologies et pour enseigner le sujet des technologies. Sur la question d'enseigner donc avec les technologies, ce qu'ont montré les résultats de cette étude, c'est que globalement, il y a assez peu de différence entre primaire et secondaire, sauf pour tout ce qui est sur les questions de sélectionner les outils qui permettront vraiment de motiver les élèves ou encore ce qui leur permettra de créer des questionnaires qui sont adaptés aux différents élèves. Et puis l'autre élément intéressant, c'est quand on regarde un petit peu sur les éléments sur lesquels ils ont les compétences perçues les plus faibles, c'est finalement des éléments sur avoir les outils qui sont adaptés à ce dont ils ont besoin, et puis aider l'utilisation des outils aussi à la maison. Sur la question de l'apprentissage aux technologies, on a assez peu de différence on n'a aucune différence significative entre primaire et secondaire, et puis on a globalement un sentiment de compétence qui est assez faible. Donc les conclusions actuelles sur cette étude et sur ces données, c'est que finalement les enseignants et enseignantes rapportent un manque de connaissances technologiques pour pouvoir assurer un enseignant différencié, qui est un élément finalement qui est assez clé avec les usages des technologies. Quand on parle de l'intégration des technologies écoles, c'est un des usages qui est le plus prôné. Le deuxième élément, c'est que dans l'ensemble, le sentiment de compétence pour enseigner le numérique, il est assez bas, et ça pourrait montrer finalement cet élément que le modèle du TIPAC, il n'est pas encore assez fort chez ces enseignants et ces enseignantes, et qu'ils ont besoin de support là-dessus. Une deuxième étude qui est également financée par le Fonds national, qui est en collaboration entre l'Université de Zurich et la Haute École de formation professionnelle, porte sur les facteurs de l'état actuel. Donc ici, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit on peut parler d'un processus ou d'un état, et ici, c'est vraiment quel est l'état des technologies au secondaire 2. Ils ont fait des études en Suisse, dans différents types d'écoles et de gymnases. J'ai malheureusement pas les données à l'échelle de la Suisse qui ont été récoltées cette année et l'année dernière, mais j'ai les résultats pour le canton de Zurich. Pour le canton de Zurich, au niveau du questionnaire des enseignants, ils ont utilisé un questionnaire qui a été validé pour mesurer exactement le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure. Et globalement, ils ont l'air de montrer que les enseignants sont assez satisfaits de leur habilité à mobiliser les outils adéquats pour réaliser leur enseignement. Mais malgré tout, on a quand même environ 30% qui sont pas tout à fait à l'aise sur l'intégration des technologies selon ce modèle. Dans ces questionnaires, il n'y avait pas seulement les enseignants et les étudiants, mais également les directeurs et directrices d'établissement qui étaient questionnés. Et on leur posait des questions plutôt pratiques sur finalement qu'est-ce qui pourrait poser des problèmes sur l'intégration des technologies, quels étaient les freins d'après eux. Pour le canton de Zurich, pas de frein a priori sur le nombre d'outils numériques à disposition ou sur l'accès à Internet. Par contre, ils ont encore rapporté énormément de soucis sur la question d'avoir de l'aide ou de le support pour les enseignants et les enseignantes, sur la qualité du matériel et du contenu qui était disponible, et puis la qualité des plateformes et des environnements qui étaient à disposition. Quand on regarde au niveau du canton de Genève sur des questions similaires pour les freins à l'intégration, j'ai pu trouver les données du SEM sur des questionnaires similaires. On voit qu'on a des éléments similaires. On a des problèmes pour la qualité du matériel, sur la qualité du contenu, mais on a également des éléments qui sont reportés sur la question des connaissances insuffisantes pour intégrer les outils technologiques. Et puis on a aussi un peu encore des enseignants qui rapportent qu'il y a assez peu d'outils numériques à disposition. C'est le cas à la fois pour le primaire et pour le secondaire. J'ai probablement parlé beaucoup trop vite, c'est un défaut que j'ai, je m'en excuse.
Mais pour conclure, si j'essaye de résumer l'état des lieux de ce qu'on a au niveau recherche et de ce qu'on peut observer en Suisse, c'est qu'on a un état des lieux qui est globalement positif sur l'intégration des technologies à l'école, mais le problème c'est qu'il ne s'agit pas juste de rendre les outils numériques disponibles. Il faut vraiment qu'on arrive à travailler sur la formation finalement à l'usage des outils pédagogiques, des outils numériques pour un usage pratique et un usage pédagogique. Il faut prendre en compte le fait qu'on a vraiment des spécialités de branches sur les outils technologiques. Ça ne va pas être les mêmes outils qu'on va pouvoir proposer en fonction des branches. Et puis, il y a cette question de l'adaptabilité, donc, qui était aussi rapportée dans la première étude romande, qui est vraiment proposer du matériel en fonction des besoins des apprenants, des apprenantes, pour vraiment soutenir les apprentissages. L'idée, finalement, c'est essayer d'assurer une utilisation de qualité quand on parle d'intégration des outils technologiques. Alors, donc on a vu à l'école primaire secondaire 2, et puis là on va voir un petit peu ce qui se passe à l'université, dans l'éducation supérieure. Alors comme moi je viens du centre universitaire d'informatique, ça sera quand même assez orienté programme IT, mais voilà, j'espère quand même vous donner un panorama de ce qui se passe à l'université de Genève. Voilà, donc ça c'est un peu l'agenda de ces prochaines 20 minutes. Donc d'abord, différents types d'IA, donc il n'y a pas que l'IA générative, donc on va voir ça. Et ensuite, on verra les initiatives de l'université. Ensuite, je terminerai avec des risques et opportunités. Donc, pour commencer, il y a différentes techniques d'IA. Bien sûr, il y a l'apprentissage automatique, dont vous avez tous entendu parler, le deep learning, machine learning en anglais. Et par exemple, on y est tous confrontés. Si vous allez maintenant dans n'importe quel parking souterrain, votre plaque est reconnue automatiquement, c'est grâce à ce genre de technologie. Ça c'est les applications les plus basiques. Après, il y a beaucoup plus avancé. Ensuite, vous avez, au-delà de l'apprentissage automatique, il y a ce qui s'appelle le traitement du langage naturel, que ce soit par écrit ou par oral. Et là, il y a aussi des travaux depuis de très nombreuses années pour comprendre ce qui se dit dans la phrase, ou bien pour aussi comprendre le sentiment. Est-ce que c'est une phrase positive, négative? Est-ce que la personne elle est fâchée quand elle répond ou quand elle parle? Ou est-ce qu'elle dit quelque chose de gai, de triste? Et puis, alors notre ami, j'ai cru comprendre qu'ils ont changé de logo, mais disons, jusqu'à là, je crois qu'ils ont toujours ce logo-là. Donc ChatGPT et consorts, donc des IA génératives, eux, ils sont à l'interface entre les deux, parce qu'ils utilisent beaucoup d'apprentissage automatique, mais ils sont très forts sur le traitement du langage naturel. C'est ça qui fait leur force et c'est ça qui fait qu'on peut avoir une interaction fluide avec des chatbots du type ChatGPT. Mais ce n'est pas tout. Donc le troisième point, l'IA sémantique, c'est quelque chose qui existe depuis des années, mais qui est en train de monter. Donc l'IA sémantique, alors peut-être pour revenir sur ChatGPT, vous êtes tous familiers avec l'idée des hallucinations. Pourquoi? Parce que la manière dont ça fonctionne, c'est génératif et donc ça génère le prochain mot qui va vous mettre dans la phrase sur des bases statistiques de beaucoup de textes qui ont été étudiés, on va dire intégrés dans l'apprentissage automatique. Ce qui fait que des fois, le prochain mot n'est pas forcément juste, ce qui vous sort comme phrase n'est pas forcément correct. Donc ça, c'est déjà un premier point à faire attention. Donc l'IA sémantique part sur une base totalement différente. On a par exemple des connaissances médicales, légales, quelconques, des connaissances, des vraies connaissances encyclopédiques, et on les encapsule d'une manière compréhensible par l'ordinateur, de sorte que quand on lui pose une question, il va rechercher la vraie réponse. Donc ça va au-delà des bases de données traditionnelles. C'était pour ceux qui connaissent le jargon, c'est des bases de données graphes. Mais voilà. Et ce qui est intéressant aussi, qui va avec cette IA sémantique, c'est l'idée qu'on peut réfléchir à des services numériques qui sont conformes à des réglementations parce qu'ils vont suivre certaines connaissances spécifiques. Et puis, ce qu'on observe déjà maintenant, c'est que tous ces différents types d'IA se mettent ensemble à disposition, alors mélangés ou séparément, dans ce que vous avez peut-être déjà entendu parler des agents IA, et dans la notion d'IA distribuée. Alors là, c'est distribué dans le sens que chaque petit robot, il y a un petit agent, pas forcément très intelligent là, parce qu'ils sont trop petits les robots, mais l'idée c'est on prend toutes ces technologies IA, on peut les mettre ensemble,
ou séparément dans des agents qui vont communiquer entre eux pour donner des résultats plus intéressants. Voilà. Donc ça, c'était juste un petit topo des différentes techniques d'IA qu'on essaye aussi de enseigner, nous, à l'université. Voilà, alors ça, c'est un exemple de combinaison. Pour ceux qui sont déjà venus à Battelle ou pas, si vous voulez, vous pouvez venir. Nous, on a ce robot humanoïde qui existe, c'est à l'image d'une ancienne professeure. Et donc, il existe depuis longtemps avec ses propres modules internes de connaissances. Donc, elle peut répondre dans toutes les langues sur beaucoup de sujets. Et elle a été améliorée, on va dire, pour qu'elle puisse connecter à ChatGPT et répondre à toutes sortes de questions. Et aussi pour répondre à des questions en temps réel. Quelle est la météo? Quelle est la dernière news en Suisse, etc. Et là, c'était à AI for Good, il y a 2 ans, 2 robots qui discutent entre elles. Et pour la petite histoire, nous, on a aussi l'ancêtre de celui-là, qui met juste la tête. Et voilà, donc nous aussi, on a réussi à les faire communiquer entre elles. Mais voilà, pour dire, on va vers une combinaison et vers des agents, humanoïdes ou pas, hein, qui communiquent entre eux. Alors peut-être ça fait peur. Voilà, donc je voulais aussi souligner l'importance des données. Donc si on veut avoir des résultats de qualité, enfin des résultats qui sont valables, il faut une grande quantité de données pour faire cet apprentissage. Il faut que les données soient de qualité, qu'elles soient correctes. Et puis on connaît tous la problématique des biais, parce que si vous demandez, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais si vous demandez à certains de ces outils d'IA générative de vous sortir un exemple de secrétaire, systématiquement ils vont vous sortir des femmes, ou bien, voilà, enfin c'est biaisé. Il y a la problématique des droits d'auteur, où est-ce qu'ils ont pris les données, est-ce qu'elles étaient sous copyright, et aussi la problématique des annotations, parce qu'en fait quand on fait du machine learning, on vous donne une image, puis on vous dit, ben, ça c'est une image d'un pointeur, puis on vous donne une autre image, puis il faut dire ça, c'est une image qu'il ne faut pas montrer, parce que justement, il y a un contenu qui n'est pas approprié, et il y a toutes sortes de problématiques autour des personnes qui doivent faire ces annotations. Donc il y a tout plein de problématiques éthiques aussi. Voilà, donc l'impact de l'IA dans les universités. Alors il y a sur tous les secteurs, donc dans l'administration, donc l'IRH, les finances, parce que finalement l'université c'est une organisation comme les autres. Et puis voilà, les données, les statistiques, les données de la recherche, les archives. Et puis, alors, voilà. Mais il y a aussi, bien sûr, sur l'enseignement. Et là, le grand challenge qu'on a, nous, c'est de garantir l'acquisition des compétences. C'est-à-dire que des étudiants qui sont en lettres ou qui doivent écrire, doivent apprendre à écrire, on va dire, il faut qu'ils continuent à développer ces compétences, malgré le fait qu'eux, peut-être, ils peuvent utiliser des outils comme ChatGPT. Nous, c'est pareil. Des étudiants qui doivent apprendre à coder, il faut qu'ils continuent à apprendre à coder, ils savent ce qu'ils font, même si le code peut être généré par un outil. Donc là, le challenge, il est là. Et puis aussi, il faut qu'on trouve des nouveaux modes d'évaluation, parce qu'évidemment, si tout est généré, comment on sait si l'étudiant a appris ou pas. Et par contre, pour la recherche, alors là, il y a clairement un potentiel à exploiter. Voilà, donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est des initiatives qu'on a faites, qui sont en train d'être faites à l'université et qu'on a développées, nous, au Centre universitaire d'informatique. Voilà, alors l'Université de Genève, avec le nouveau rectorat, a un dicaster IA et numérique. Et donc, ce dicaster est en train de réfléchir, enfin de travailler sur une stratégie. Alors, il y a d'abord eu la prise de position qui vient d'être publiée, où il y a une vision pour l'IA dans laquelle il y a différents aspects sur la recherche, une réflexion sur la transformation sociétale ou exploiter les opportunités avec certains principes d'utilisation qui passent par l'éthique, par la légalité, l'intégrité, etc. Et puis, comme c'est souvent le cas à l'université, certaines décisions sont déléguées aux facultés ou aux centres interfacultaires qui vont mettre en place eux-mêmes leurs propres modalités. Voilà, donc là il y a quelques ressources. La stratégie, je crois que je ne l'ai pas mise parce qu'elle est en cours d'élaboration pour l'instant. La prise de position est en ligne. Voilà. Alors ensuite, il y a toute une série d'initiatives qui ont été développées au Centre universitaire d'informatique. Donc je vais les passer une après l'autre.
Voilà. Alors, ce qu'on a fait depuis 2016, bien avant l'IA générative, c'est que comme nous avons des étudiants en informatique et en IT, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de faire un pont entre l'académique, l'enseignement et les services pour l'université. Et donc, on a tout un processus d'innovation numérique dans lequel les acteurs de ce processus sont les étudiants. Donc, du côté pédagogique, pour eux, ils sont pris dans un vrai projet avec des vrais acteurs, des vrais clients, entre guillemets. Et pour eux, ils développent leurs compétences numériques de cette manière-là. Donc, on a fait un partenariat avec les systèmes d'information de l'université pour pouvoir potentiellement développer des projets et les mettre à disposition de toute la communauté. Donc voilà, l'idée c'est qu'on a des étudiants qui travaillent avec des professionnels des systèmes d'information, des académiques, il y a un encadrement, mais il y a aussi les métiers. Par exemple, le service culturel de l'université, le service des statistiques. Et on a, voilà, bon, je vous passe les chiffres, mais comme c'est de l'innovation, il y a beaucoup de projets, mais pas tous les projets terminent en production. Voilà, alors là, je ne vais pas tous vous les présenter, mais on a plein de projets. Donc, on est sur le créneau, on va dire, des chatbots depuis 2016, mais on a fait plein de chatbots que maintenant, aujourd'hui, on va appeler classiques, qui ne fonctionnent pas comme ChatGPT, qui donnent des réponses bien réfléchies, des fois ils se trompent aussi, mais sur des sujets bien spécifiques, pas généralistes. On est aussi en train de développer des nouveaux types de chatbots. On fait pas mal de travaux sur l'interaction avec les données. Donc, par exemple, on a des pages web et puis on interroge les pages web plutôt que chercher dans une FAQ. Et puis, on a certains travaux sur les jumeaux numériques, mais j'y reviendrai après. Et on a aussi pas mal de choses sur la conformité aux réglementations. Voilà. Donc, finalement, du côté pédagogique pour nous, notre innovation, on va dire, c'est que on cherche à faire en sorte que les étudiants développent, alors c'est des étudiants en informatique et systèmes d'information, donc développent un portfolio de projets, ce qui fait que quand ils sortent à la fin de leurs études, ils ont déjà dans leur CV, ils peuvent dire j'ai fait tel projet, tel projet, tel projet, et certains de ces projets sont même utilisés par toute une communauté, donc c'est un plus pour eux. Donc, ils font des projets, des portfolios, ils peuvent faire des stages. Ils ont des cours de design science avec mon collègue Jean-Henri Morin. On leur fait faire des hackathons pour développer un peu la créativité. Et maintenant, il y a cette idée de micro-certification possible et de fluidité avec les formations continues. Tout ça pour améliorer aussi l'employabilité. Alors, par rapport à l'IA, alors les règles et précautions que nous, on peut mettre en place, c'est que il nous est complètement impossible d'interdire l'utilisation de l'IA générative, surtout que la pratique en informatique, c'est que de toute façon, il y a des sites web qui existaient déjà avant, pour ceux qui connaissent Stack Overflow, GitHub et autres, où on trouve déjà les codes. Donc de toute façon, c'était déjà une pratique avant. Mais nous, notre challenge, comme j'ai dit, il faut que les étudiants quand même aient cette compétence de développer les codes et pas de déléguer cette compétence à une IA générative. Donc c'est ça un peu la maîtrise des fondamentaux. Ensuite, pour l'évaluation, il y a comme 0GPT, on peut tester si ça a été généré, mais ça ne marche pas toujours bien. Donc il y a toujours quand même des challenges à réaliser. Voilà, donc d'autres initiatives. Donc on avait vu le processus d'innovation numérique. Nous, on a la formation continue. On a développé pas mal de projets de formation, des courtes et des longues. Donc on a ce qu'on appelle les CAS, les DAS, les MAS, et des micro-certifications de 2 jours. Alors par rapport à l'IA, on a développé 3 pour l'instant, 3 sessions de 2 jours. L'IA pour les non-spécialistes, qui a pas mal de succès, l'IA et l'éthique et l'IA et l'éducation, où on s'est mis justement avec l'équipe de Mireille Betrancourt qui a été mentionnée avant, avec le TECFA, et il y en a une la semaine prochaine d'ailleurs. Un jour, c'est expliquer les problématiques IA, et le deuxième jour, c'est pour la partie pédagogique. Voilà. Et là, on est en train d'ouvrir en ce moment, sur une partie plus technique. Voilà, c'est celle-là. Donc ça, c'est à venir, mais ça, c'est vraiment pour des gens déjà qui ont déjà un diplôme en informatique ou système d'information, mais on est sur ce créneau-là avec ces différents éléments.
En particulier ceux-là, les aspects légaux, la sécurité dans l'IA qui est aussi un problème. Voilà. Donc, quelque chose d'autre. Le club de programmation et coding Dojo, donc on s'adresse aux étudiants, mais on s'adresse aussi aux plus jeunes. Ah, ça sort pas bien, mais c'est pas grave. Donc là, on a un programme pour les collégiens et collégiennes qui peuvent venir. Donc ça fait 4 ans qu'on a ce programme. On a eu 76 étudiants dans le programme, dont un tiers de filles quand même. Et puis ils viennent sur un semestre, tous les mercredis après-midi, et ils ont un programme exprès pour eux, pour faire tout ce qui est marqué là, hein, Scala, Python, objets connectés, chatbot. Et à la fin, ils font une petite évaluation. Et s'ils réussissent, ils ont 3 crédits d'études anticipées, s'ils viennent ensuite dans le programme. Et sinon, on a la même chose pour aider les étudiants de l'université s'ils ont des questions sur l'IA, des questions sur des différents langages de programmation. Et on a fait aussi c'était un semestre pour les chercheurs, pour les aider avec leur pipeline de données de recherche. Comment j'acquiers les données, comment je les nettoie, comment je m'assure qu'elles sont de bonne qualité, comment je les utilise, comment je les stocke dans les outils de données de recherche. Voilà. Bon, je ne vais pas vous... C'était pour les collégiens, pour les chercheurs, pour mettre à l'aise. Donc, il faut voir que c'est ouvert un peu à tout le monde. Donc, si vous avez des enfants ou des collégiens, vous pouvez toujours les envoyer. C'est gratuit et c'est tous les mercredis après-midi maintenant, ce semestre. Voilà, donc on a un certain historique. On s'est mis, j'ai oublié de dire, on s'est mis en partenariat avec la HEG, puisqu'ils sont sur le même campus que nous, à Carouge, et donc on est ensemble. Voilà. Alors le FacLab, c'est une initiative aussi du CUI, plus spécifiquement du professeur Morin. Donc c'est un espace physique qui est ouvert, tout le monde peut venir, où on fait de la fabrication digitale, donc des impressions 3D par exemple, mais pas que, où on peut faire des conceptions physiques ou pas physiques, tangibles ou intangibles, où on peut venir avoir des conseils, on peut prendre des cours, des petits cours entre midi et 2 qui sont gratuits. Si vous avez des questions après, je pense que Jean-Henri saura répondre encore mieux que moi. Et puis, ça aussi, c'est une tentative d'aller vers l'extérieur. Donc, c'est AdoptSkill. C'est une fois par an. Donc là, on est à la 10e édition. C'est une espèce de speed dating avec les entreprises et les étudiants. Et les étudiants apprennent à se présenter, font leur CV. Et s'il y a un intérêt, ça débouche sur des stages. L'année passée, alors je ne peux pas dire le nom d'entreprise, mais on a eu un très beau travail de master avec une entreprise qui est venue et qui a engagé l'étudiant pour faire le stage. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'idée qui est derrière pour nous, pour l'innovation, pour aider les étudiants à développer leurs compétences. Et puis le petit dernier, c'est la clinique de l'IA. Donc là, on est à disposition pour répondre à des questions sur différents types de questions sur l'IA scientifique. Qu'est-ce qui se cache derrière un LLM ? L'IA comme un service, comment je peux faire levier sur l'IA, ou l'IA au quotidien, comment je fais un prompt. Voilà, pour faire simple, c'est un petit peu ça. Alors voilà, je vais terminer avec les risques et opportunités. J'ai encore le temps. Oui. Donc pour les universités, c'est clair qu'il y a des opportunités pour exploiter le potentiel. Pour trouver des nouveaux modes d'enseignement, des nouveaux modes d'évaluation. Il y a clairement un potentiel pour, entre guillemets, booster certains éléments de recherche. Et aussi, je ne vais pas trop passer sur ça, mais dans l'administration, il y a plein de demandes, on reçoit plein de demandes pour améliorer certains processus business. Mais il y a aussi des risques, parce que mon point principal, c'est de comment on peut, quelle que soit la discipline, dans ce cas-là, pas forcément l'informatique, mais comment on peut assurer que la compétence spécifique de la discipline a bien été acquise par l'étudiant, malgré les outils. Ah, peut-être c'est une question qu'on peut débattre. Voilà. Et puis, les risques pour l'administration, c'est qu'il faut maîtriser les processus. On ne peut pas tout déléguer à Microsoft, par exemple, ou à l'extérieur. Garantir la protection des données. Puis, comme on discutait tout à l'heure, des problématiques liées à l'infrastructure, les dépenses énergétiques, qui sont aussi un souci. Alors, pour le marché du travail, alors, il y a aussi des opportunités, des risques.
Alors, c'est clair que pour les entreprises, elles ont envie d'exploiter, d'améliorer leur processus. Ça nécessite des fois de revisiter les professions et de renforcer les compétences des collaborateurs parce que sinon, s'ils ne savent pas utiliser comme il faut les outils, ça ne va pas être très efficace. Alors, le risque, c'est... en fait, le risque, c'est pas vraiment un risque. C'est dans le sens que souvent, les entreprises vont dire « Ah, mais c'est bon là, on va pouvoir licencier, on va pouvoir se passer des gens. » Mais en fait, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a une connaissance métier qui est fondamentale, et si on perd cette connaissance métier, on ne pourra pas exploiter l'IA qui ne va pas remplacer la connaissance de votre entreprise ou de votre organisation. Et puis aussi, il y a les problèmes éthiques. Quel module IA je vais utiliser ? Il a utilisé quelles données pour s'entraîner ? Est-ce que ces données étaient éthiques ? Est-ce que ces données, d'où elles viennent ? Donc il y a plein de questions à se poser. Alors pour les cantons, peut-être plus intéressant pour vous. Alors, donc il y a effectivement aussi améliorer les processus numériques dans les administrations cantonales, fournir des nouveaux services aux citoyens. Alors j'ai mis en gras l'aide à la prise de décision, la notion de jumeaux numériques, parce que j'y reviens juste après. Et puis le risque, il y a plusieurs risques qui sont mentionnés là, mais un des risques, c'est de nouveau comme pour le cloud, la souveraineté numérique. Parce que si on va tout prendre chez Microsoft Copilot ou bien chez OpenAI, on n'est plus maître de son processus. Alors voilà, je voulais juste terminer avec les jumeaux numériques. Donc quand on établit une politique publique, d'ailleurs vous pourriez peut-être m'aider à revisiter mon transparent au cas où il y a des erreurs, mais disons, il faut identifier un problème, concevoir une politique, anticiper le succès de la politique, suivre son implémentation et évaluer son impact. Et le numérique, en fait, à chaque fois, peut nous aider soit à comprendre, donc ça c'est des vraies images prises de certains éléments qu'on a fait à l'université, ça c'est l'énergie des bâtiments. Ça c'était un petit projet qu'on avait fait pour obtenir 30% de canopée des arbres l'été, d'ici 2030. Donc est-ce qu'on peut prescrire de rajouter plus d'arbres à plein palais? Est-ce que ça va marcher? Il y a aussi prédire où est-ce que c'est le meilleur endroit de mettre des lignes de tram. Suivre l'implémentation, donc ça c'était un peu la suite de ça. C'est monitorer les consommations énergétiques des bâtiments. Et puis finalement aussi pour communiquer, ça c'est un projet qu'on a finalisé. C'est une visualisation interactive à l'université pour les diplômes et les emplois, mais ça, on peut utiliser ce type de visualisation pour autre chose. Voilà. Alors, les jumeaux numériques, vous pouvez le voir comme le premier niveau, c'est un jumeau statique, qui est juste une visualisation 3D ou 2D de votre organisation ou de votre situation urbaine, par exemple. Et puis, il y a le jumeau fonctionnel où on peut faire des simulations. Donc, pour les voitures, ça serait juste une visualisation 3D versus là, on peut simuler l'aérodynamique ou alors on a en temps réel les données de ce qui se passe dans la rue. Et finalement, c'est le jumeau intelligent où vous avez l'IA dans la voiture qui prend des décisions. Donc ça, c'est lié à ce qu'on a vu avant. Et puis, pour les données, c'est pareil, mais sauf que là, c'est différents types de données. Vous pouvez avoir des données, donc l'importance des données, quantité, qualité, ça reste. Il y a des données fournies par des professionnels, l'OFS, les statistiques, l'ISITG à Genève, fournies par les citoyens ou fournies par les scientifiques par des simulations. Donc là, on est en train de travailler avec Genève 2050 pour certains événements, pour certains éléments. Elles sont intéressées à la marchabilité. Alors, on ne voit pas bien sur la vidéo, mais vous avez le point rouge qui prend un chemin plus court pour aller d'un point à l'autre, et le point jaune qui, lui, va peut-être prendre un chemin plus long, mais plus à l'ombre, plus sur une route où il n'y a pas les voitures, plus sur une route où il ne faut pas traverser, ou bien il n'y a pas de trottoir. Donc c'est cette possibilité d'étudier la marchabilité à Genève. Et puis finalement, on avait voté il n'y a pas longtemps sur faut-il mettre une taxe pour les voitures sur le CO2. Et j'ai lancé des étudiants sur le sujet. Et bon, là, je ne vais pas vous passer toute la vidéo, mais disons, il y a moyen, numériquement, de faire des modèles et d'essayer de comprendre la réaction des gens en fonction du montant de la taxe. Est-ce qu'ils vont passer
au transport public, ou bien est-ce qu'ils vont continuer quand même, c'est pas grave, je vais payer, ou bien finalement je vais m'acheter une voiture électrique. C'était un petit peu le but de ce projet, et on voit qu'au centre-ville, il y a plus de CO2 selon les conditions. Voilà, puis terminer peut-être avec la souveraineté numérique. Quel outil d'IA faut-il utiliser? Est-ce qu'il sera local ou dans le cloud? Est-ce qu'il est open source? Alors, il y a tout un débat sur qu'est-ce que l'open source, on peut en discuter si vous voulez. Et puis, il y a cette importance quand même de maîtriser les compétences et de ne pas déléguer tout aux entreprises externes. Et je pense que c'est tout.